Ben, rebonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter le sujet comprendre et appliquer la méthode CBF1. Je commence tout d'abord par me présenter. Je m'appelle Hakim Asmaï, je suis ingénieur conseil chez ILTI et je suis ravie de présenter ce webinaire avec Tarek. Je te laisse te présenter. Merci Akima. Donc Tarek Shaiban, je suis au support technique chez SIA, by iPlan. Donc on est une équipe de 4 ingénieurs qui formons les clients sur le CLC Ingénieur et DIA Statica également. Ok, parfait. Ben, du coup, on va commencer tout d'abord par l'agenda. Donc aujourd'hui, on va traiter et expliquer la méthode CBF1. Ensuite, on va analyser le calcul avec le CBFM avec des cas pratiques sur IDEA Statica et également sur Profit Engineering. Ensuite, on va partager également avec vous des ressources exclusives pour aller plus loin. Et vers la fin, on va terminer directement avec des questions-réponses. Donc, on veut justement à ce sujet, en vous rappelant directement que vous pouvez poser vos questions sur le chat, comme mentionné, bien, comme vous le voyez sur l'écran. Et on va répondre vers la fin, sinon on pourra vous contacter si besoin. Du coup, maintenant que nous avons vu l'agenda, entrons dans le vif du sujet. Donc, regardons cette image. À droite, vous avez un chantier en cours où l'on peut voir une structure métallique complexe. Ces poutres et colonnes sont reliées entre elles et ancrées au béton grâce à des connexions spécifiques qui doivent assurer la sécurité et la stabilité de l'ensemble. Du coup, à gauche, nous voyons la modélisation détaillée d'une de ces connexions. Ici, nous avons une jonction acier-acier avec des profilés boulonnés et soudés fixés à une base en béton par des chevilles d'ancrage. Donc, si on s'appuie sur la réglementation européenne, plusieurs normes doivent être consultées pour dimensionner cette conception. Vous avez l'Eurocode 3 et vous avez également l'Eurocode 2. Donc, justement à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire comment réalisez-vous actuellement vos calculs de connexion acier-acier et également acier-béton? Donc, vous avez un sondage qui apparaît à l'écran. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre au sondage. Merci pour vos réponses. Comme vous le voyez, il existe plusieurs manières de procéder, chacune avec ses avantages et ses limites. C'est là que la méthode CBFM entre en jeu. Elle permet d'analyser avec précision ces connexions, quel que soit acier ou acier-béton, et ce même pour l'assemblage les plus complexes. Tarek, peux-tu nous expliquer un peu plus sur sur les principes fondamentaux du calcul CBFM? Très bien, merci Akima. Effectivement, donc la méthode CBFM, c'est la méthode qui est créée par IDEA Statica à la base et qui est en fait une méthode combinée entre la méthode des composantes classiques et la méthode aux éléments finis. Ce qui nous permet en fait de modéliser n'importe quelle forme d'assemblage, de ne plus être limité par les formes classiques. Les géométries vont être complexes à ce moment-là. On va pouvoir aussi imaginer tout type de platine pour connecter nos éléments avec un placement libre, etc. Comme on a un calcul des éléments finis, c'est une méthodologie très fiable qui est très connue et donc ça nous permet d'avoir des résultats en lesquels on peut faire confiance. Et je vais essayer de vous détailler un peu plus comment ça se présente concrètement. Donc d'abord par rapport à on va dire, la partie théorique liée aux matériaux en eux-mêmes. Donc ça sera une analyse aux éléments finis qui sera fait avec un modèle élastoplastique. Donc comme vous le voyez ici, en fait, on va voir une simulation aux éléments finis qui va donner des résultats très proches des résultats des expériences en laboratoire. Et dans l'outil IDEA Statica ou dans Profis qui utilise la méthode CBFM, on va avoir une méthodologie plus orientée conception qui va nous donner une petite marge de sécurité supplémentaire. Donc, on va voir que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une méthode avec un modèle élastoplastique. Vous voyez la première pente jusqu'à arriver à la limite élastique. Après, il y a un petit écrouissage avec un nouveau module d'ion qui est divisé par 1000 cette fois-ci, qui est utilisé. Et cette analyse, elle peut être effectuée pour plusieurs normes, que ce soit les normes européennes, américaines, etc.
mais en même temps, le calcul en élément fini en lui-même n'est pas forcément lié à ces normes-là. Ce sera la partie contrôle normatif qui sera ensuite dépendante des pays et des normes utilisées. Ensuite, on va aller un peu plus loin dans ce qui est possible. Donc, cette méthode de conception et de vérification, elle est possible donc pour plusieurs normes, pour plusieurs types d'assemblages, avec aussi bien sûr des assemblages avec des ancrages. Et donc, c'est possible pour n'importe quel chargement également, et ça se fait très vite. Et on va pouvoir le voir, que ce soit dans Profis ou dans Ilias Statica, on aura un contrôle détaillé pour chaque composant de l'assemblage, que ce soit les platines, les raidisseurs, que ce soit les soudures, les boulons, les ancrages, etc. Et comment est-ce que va se structurer cette analyse? La première étape, ça va être de créer un modèle élément fini par pièce, donc que ce soit les boulons, les platines, etc. Et le modèle analytique va être créé pour chaque élément, pour chaque barre qui est représentée dans l'assemblage. Ça sera fait d'une manière automatique, bien sûr. Une fois qu'on aura bien sûr aussi placé nos charges, on pourra réaliser l'analyse et accéder aux résultats. Et comment est-ce que chaque type d'élément va être représenté dans notre modèle élément fini? Donc, vous allez voir que le maillage va être visible pour chaque élément. Et par rapport aux conditions aux limites, on va voir que le béton est représenté par des ressorts en compression, alors que les ancrages, eux, sont représentés par des ressorts en traction. Et les platines en acier sont représentées par des éléments coques qui vont être maillés, effectivement. Et donc, si on va plus loin par rapport aux éléments en acier, que ce soit les profilés, donc les éléments barres, ou les platines qu'on va rajouter, ça va être maillé. On va pouvoir visualiser ça dans l'interface graphique. Et on va relier ces éléments entre eux par des boulons, bien sûr, des soudures. Et par exemple, avec le béton, cet acier sera relié à travers les ancrages. La platine de base sera reliée à travers les ancrages au béton. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, bien sûr, il y a un modèle élastoplastique. Donc, un des critères de vérification, ce serait de ne pas dépasser la déformation plastique de 5% dans ces éléments en acier. Et pour le bloc en béton, donc, comme mentionné tout à l'heure, c'est une représentation à travers des ressorts en compression. Donc, c'est un modèle représentatif de la fondation de type Winkler, en fait, qui est utilisé. Et on va pouvoir, à la suite de l'analyse, visualiser les contraintes qui vont apparaître entre la platine et le bloc de béton en lui-même, et les efforts de soulèvement qui sont dus à l'effort on va dire, dans les ancrages, ils vont être inclus dans la traction qui va apparaître dans ces tiges d'ancrage. Et je vais terminer de mon côté, avant de donner la main à Akima de nouveau, par aussi une petite partie assez intéressante, c'est que d'habitude, quand on va modéliser des pieds de poteau, on va modéliser des ancrages, on va avoir dans la plupart des logiciels une hypothèse comme quoi ces platines sont rigides à 100%. Donc, il serait intéressant de vérifier est-ce que cette hypothèse est correcte et comment est-ce que ça peut agir, comment ça peut avoir une influence sur les résultats obtenus. Donc, je vais laisser la main à Akima pour vous en dire un peu plus sur ce sujet. Merci. Donc, en effet, dans la méthode classique, on suppose souvent que la platine est parfaitement rigide. Donc, cette hypothèse théorique permet de simplifier les calculs et d'appliquer directement les formules des normes, mais elle ne peut pas prendre en compte les déformations réelles. Donc, en réalité, du coup, cette hypothèse théorique permet de simplifier les calculs. En réalité, les platines ne sont pas infiniment rigides. Elles se déforment sur l'effet des charges. Cette déformation a un impact direct sur la répartition des efforts dans les ancrages, la rigidité de la platine, et du coup, cette platine-là aura une influence sur plusieurs facteurs. Par exemple, vous avez la charge appliquée, la géométrie du profilé, la disposition et le type d'ancrage, ainsi que les propriétés du béton et de la platine elle-même. Si nous, par exemple, ne tenons pas compte de cette flexion, nous risquons de sous-estimer les efforts dans certains ancrages et donc de ne pas dimensionner correctement la connexion. Ensuite, comme vous pouvez le voir par exemple ici, nous avons un cas concret directement. À gauche, on suppose que la platine est parfaitement rigide et à droite, vous avez deux situations où la platine n'est pas rigide et se déforme sur l'effet de charge.
D'ailleurs, par exemple, en supposant la platine rigide, nous avons déjà une force de 10 kN qui est appliquée en traction et cette charge-là est supposée se répartir d'une manière uniforme sur les ancrages. Chaque ancrage reprend donc 5 kN et il n'y a pas de force de compression sur la platine. Au centre, vous avez une platine non rigide avec une flexion modérée. La platine commence à fléchir sous l'effet des efforts. Cela modifie la répartition des charges. Certains ancrages reprennent plus d'efforts que prévu. Ici, par exemple, nous avons 6 kN au lieu de 5. De plus, on observe l'apparition de forces de compression sous la platine. À droite, encore une fois, la charge appliquée est toujours de 10 kN en traction, mais la flexion plus marquée de la platine entraîne en fait une répartition encore plus inégale des charges. Certains ancrages supportent désormais 7 kN, tandis que les zones compressées, c'est-à-dire les zones en compression sur la platine, deviennent plus importantes, atteignent jusqu'à 16 mégapascales. Ces résultats montrent que la charge appliquée reste elle-même et sa répartition en fait sur les ancrages. Vous avez également la déformation qui est prise en compte. Donc, nous passons maintenant à un autre cas directement. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, que justement, là actuellement, vous vous demandez quel est l'impact de la déformation de la platine et la répartition des charges. Regardons cela avec quelques exemples. Donc, la première, vous avez tout au long à gauche, vous avez l'effet de compression près des bords. Donc, on commence par la platine rigide. Donc, la charge est répartie d'une manière uniforme. On compte d'effets de prise en compte des effets de compression près des bords. Et à droite, vous avez la platine considérée, c'est-à-dire avec le calcul CBF1. Donc ici, en réalité, les forces de compression apparaissent aux extrémités de la platine. Cela entraîne également des charges supplémentaires qui doivent être équilibrées, ce qui augmente l'effort dans certains ancrages. Et vous avez la deuxième comparaison qui est en centre, qui rétablit des charges dans les ancrages, c'est-à-dire supérieurs à 4. Donc là, vous avez directement la platine qui est considérée rigide en supposant que les ancrages reprennent la charge d'une manière uniforme. Et avec la platine CBFM, en réalité, les ancrages proches du profilé supportent plus de charge que les ancrages centraux. Et vous avez la troisième également qui est juste à droite, une comparaison. Celle-là, c'est dû par rapport à la réduction du bras de levier. Donc, à gauche, toujours, on suppose que la platine reste parfaitement rigide et que le bras de levier interne est inchangé. Par contre, à droite, vous avez directement la platine. Il y a également l'effet de bras de levier qui intervient. C'est pour cela que nous avons souvent des charges supplémentaires. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, quand vous faites l'analyse sur Profis Engineering, vous aurez le graphique que vous voyez. Donc, en comparant la platine supposée rigide aux résultats non linéaires issus de la méthode CBFM, vous avez 3 indicateurs qui sont identifiés ici. Donc, le premier, vous avez déjà l'écart dans la charge de l'ancrage. Comme vous pouvez le voir, donc au départ, nous avons 10 kN sur les ancrages en considérant que la platine est parfaitement rigide. Finalement, sur le calcul directement CBFM, vous avez 16,4 kN. Donc, nous avons 50% d'efforts supplémentaires. Ça, c'est assez normal. Donc, nous avons également le deuxième facteur qui est la déformation de la platine. Donc, ici, comme vous pouvez le visualiser directement, cette déformation a un impact en conséquence sur les ancrages. Et vous avez également le dernier critère, c'est l'effet de bras de levier. C'est pour cela il se réduit. Dans ce cas-là, nous avons les efforts supplémentaires qui sont pris en considération. Donc, là maintenant, nous passons directement, je laisse la main à Tarek, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat dès maintenant et nous vous répondrons directement vers la fin du webinaire. Je te laisse, Tarek, prendre la main. Merci, Hakima. Donc maintenant, nous allons voir des exemples de réalisations qui ont vraiment été faites
justement en France avec l'outil IDEA Statica. Nous allons commencer par une passerelle en acier qui a été réalisée par le bureau d'études ECOS-OI. Donc, vous voyez que, par exemple, grâce à IDEA Statica, ce bureau d'études a pu modéliser un assemblage qui va pouvoir connecter des éléments tubulaires, par exemple, avec des profils en U, à travers des platines assez particulières. Et vous pouvez voir que au niveau des résultats, on le verra aussi en direct dans le logiciel dans un instant, on va pouvoir visualiser les contraintes, la répartition dans les plaques. On va voir aussi un résumé du contrôle en haut à gauche. On va le revoir dans un instant également. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un assemblage avec plusieurs éléments, bien sûr, à la fois, qui arrivent au même nœud dans un modèle analytique. Le deuxième exemple, c'est aussi un projet qui avait été réalisé en France par Locapal. C'est une passerelle piétonne qui avait été modélisée au départ dans CIengineer et qui a été exportée vers le logiciel IDEA Statica à travers le checkbot, que nous allons voir également dans un instant, qui permet d'échanger entre les différents logiciels de calcul ou de modélisation CAO et IDEA Statica. Et donc là, on voit également un aperçu du maillage qu'on a pu retrouver dans cet assemblage-là et la concentration des contraintes avec les isobandes, avec des couleurs différentes, bien sûr. Et le dernier exemple, c'est un assemblage justement d'un ancrage qui a été fait par le bureau SALS, qui est en fait au niveau d'une école maternelle Mistral et qui a pu être modélisé avec des éléments tubulaires, des raidisseurs qu'on a rajoutés, des platines de raccordement. Et ce modèle provenait également de CIengineer à la base. Donc, je vais en profiter pour vous montrer ça directement dans les outils mentionnés. Donc, nous allons commencer par un aperçu du modèle dans CIengineer. Donc, dans ce logiciel de calcul de structure, vous pouvez bien sûr modéliser des éléments avec des matériaux différents. Ici, on va se focaliser sur l'acier. Et on va pouvoir bien sûr utiliser des sections classiques, des sections un peu plus personnalisées. On a les charges climatiques qui sont générées automatiquement, les charges de vent. Dans ce cas-là, des charges sismiques qui sont également bien sûr prises en compte, vu la localisation un peu spéciale de ce projet dans le sud de la France. Et donc justement, ce modèle, une fois qu'il est calculé dans CIengineer, on va pouvoir l'exporter vers IDEA Statica à travers l'outil Checkbot. Donc on va pouvoir exporter le modèle dans son entièreté. On va pouvoir aussi le faire directement avec un lien direct. Vous pouvez chercher IDEA Statica dans la barre de recherche et ça va vous ouvrir l'outil Checkbot. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir visualiser donc le modèle en entier dans cette interface-là. Les nœuds d'assemblage seront représentés par des petits cubes, comme on le voit à l'écran. Et en fait, on a récupéré toutes les sections, tous les matériaux, comme ils ont été définis dans CIengineer. Et à droite, on retrouve la liste des nœuds qui ont été importés. Une autre chose importante, c'est aussi les charges et les combinaisons que nous avons récupérées. Donc, dans IDEA Statica, nous allons pouvoir récupérer toutes les combinaisons créées dans CIengineer. On les voit dans une classe particulière qui va nous permettre de faire le contrôle. On peut également créer une classe personnalisée. Donc, à tout moment, on va pouvoir rajouter une classe qui contient un certain nombre de combinaisons, pas forcément toutes. Et on pourrait rajouter même les 4 charges individuelles dans cette classe. Donc, une fois qu'on a déterminé un nœud que vous voudrez vérifier, on va pouvoir un petit peu naviguer dans l'interface, aller choisir ce nœud. Par exemple, ici, un nœud qui va connecter un poteau à 4 poutres différentes et une diagonale. On va ouvrir ce modèle dans l'outil IDEA Connection. Donc, il va ouvrir cette interface où on va voir les éléments qui sont connectés en un nœud commun. D'abord, on a un aperçu volumique qu'on peut mettre en transparent. On voit la ligne du modèle analytique avec des traits tirés. Et on peut représenter le modèle analytique en lui-même avec les représentations filaires. Et donc, bien sûr, on a bien récupéré les sections. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut visualiser ça dans les propriétés des éléments. On va aussi, bien sûr, pouvoir vérifier qu'on peut créer des nouvelles opérations dans ce modèle-là. Donc, par exemple, ici, on va prendre une platine. On va choisir graphiquement les éléments qui vont être connectés. Et IDEA va automatiquement créer les 2 platines correspondantes, les soudures entre les platines et l'élément, les boulons, et il y a également un raidisseur qui est connecté à ces platines. On va pouvoir, bien sûr, adapter l'épaisseur. On va pouvoir changer le matériau utilisé pour les platines, pour le raidisseur en lui-même également. Les boulons vont être également disposés d'une manière personnalisée. On peut changer l'espacement, créer de nouveaux lits, par exemple, en mettant
des nouvelles valeurs pour cet espacement-là, par exemple. Donc là, on voit qu'avec moins 50 fois 3, ça crée 3 lits avec un espacement de 50 mm à chaque fois. Donc maintenant, je vais supprimer ces opérations-là pour vous montrer qu'on peut aussi se baser sur des modèles existants. Donc par exemple, ici, vous avez des modèles publics proposés par défaut dans IDEA, des modèles entreprises et des modèles personnels. Ici, je vais prendre un modèle que j'avais créé moi-même, donc j'isole les modèles personnels. Il y a une équivalence qui est faite entre les matériaux et les sections du modèle original et ceux du modèle actuel. Donc on voit qu'il a créé tout de suite l'assemblage complet qui contient plusieurs platines, des boulons, des raidisseurs, etc. Donc la liste des opérations se trouve à droite. On pourra bien sûr adapter ces opérations-là. Et ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est que la diagonale a été modélisée de sorte à n'avoir que les efforts normaux et les efforts tranchants. C'est quelque chose qu'on peut aussi modifier dans le logiciel. On peut également visualiser la répartition des efforts, que ce soit dans le tableau, comme vous voyez à droite, ou bien dans l'interface graphique. Donc, on va lancer un premier calcul. Donc, vous voyez les itérations qui sont à l'écran. Donc, c'est bien un calcul non linéaire qui est fait. On aura un petit résumé du contrôle et un aperçu graphique. Donc, tout ce qui est vert est vérifié. Tout ce qui est gris a un contrôle très faible, inférieur à 60%. Et l'orange indique qu'on est entre 95 et 100%. Donc, on est une zone assez critique. Et bien sûr, si on avait eu du rouge, ce serait un contrôle non vérifié à ce moment-là. Et donc, dans ce résumé du contrôle, on voit que l'analyse a abouti à 100%. Pour les platines, le critère de déformation, c'est de ne pas dépasser les 5%. Là, on est à 1,1%. Il y a également la déformation locale qui est vérifiée au niveau des tubes, justement. Et il y aura aussi un contrôle plus détaillé pour les boulons et les soudures. Donc ici, dans notre cas, les boulons sont à peu près à 94% et les soudures presque à 100%. Allons voir ces contrôles d'une manière un peu plus détaillée. Donc dans le menu vérification, on peut par exemple demander la contrainte équivalente et demander un maillage. Donc on va voir la représentation graphique du maillage avec une déformée pour laquelle on peut également agir sur l'échelle. Donc bien sûr, je l'ai exagéré ici pour qu'elle soit un peu plus visible. On voit qu'on atteint les 355 mégapascales, qui est la limite élastique de mon matériau utilisé ici. On voit que le maillage est raffiné, par exemple, autour des ouvertures, là où on a les boulons. On a la possibilité d'afficher également la déformation plastique dans l'interface 3D. Vous voyez à droite également la partie de palette de couleurs. On voit qu'on a une déformée maximum de 3,7% qui apparaît au niveau de cette soudure-là en bas du raidisseur. Et là, au niveau des platines en elles-mêmes, il y a un tableau dans lequel on voit la contrainte équivalente de von Mises, la déformation plastique qui apparaîtrait éventuellement et la contrainte de contact. Donc, par exemple, si je sélectionne cette platine-là, on peut voir les résultats dans l'interface 3D et également en 2D. On peut voir la concentration de déformation plastique dans cette platine-là en bleu. Ensuite, au niveau des boulons, il y a un résumé du contrôle par boulon sur une ligne. On va voir l'effort de traction, l'effort de cisaillement, la résistance à la pression diamétrale, le contrôle de la traction, celui du cisaillement et celui du contrôle combiné, traction et cisaillement. On peut également activer l'affichage des efforts dans les boulons. Donc, on les verra maintenant dans la platine en bas, dans la visualisation en 2D. Et on voit l'orientation de l'effort tranchant pour chaque boulon à ce moment. Et on peut aller plus loin et demander une sortie détaillée du contrôle de chaque boulon. Vous aurez à chaque fois les références aux eurocodes et aux formules utilisées. Vous voyez comment, par exemple, la résistance à la traction a été calculée. Pareil pour le cisaillement, avec à chaque fois tous les paramètres qui ont été utilisés. Et on va voir un résumé du contrôle en bas pour la traction, le cisaillement et le contrôle combiné. Maintenant, au niveau des soudures, on va avoir également des sorties résumées sur une ligne et on va pouvoir choisir la soudure qu'on voudrait vérifier, bien sûr. Et au niveau graphique, en bas, on va voir une représentation de la soudure. Elle va être mise en valeur en orange et on va voir la répartition des contraintes, que ce soit la partie normale ou les efforts de cisaillement, les contraintes de cisaillement, et la contrainte équivalente. Et dans le contrôle, il y aura un contrôle de la contrainte totale ou maximale et un contrôle de la contrainte moyenne le long de la soudure. Et on aura bien sûr de nouveau les formules et les références aux eurocodes pour comprendre à 100% comment le contrôle a été fait. Et il y a évidemment une note de calcul globale qui va pouvoir résumer tous ces contrôles-là. Donc dans cette note de calcul, je peux demander une sortie détaillée. On va avoir les sections utilisées, les orientations des éléments,
un aperçu graphique, des petits plans d'assemblage. On va voir un résumé du contrôle et des efforts qui sont appliqués. Ensuite, on va commencer par contrôler les platines, un aperçu graphique avec les codes couleurs, les déformations plastiques, les contraintes équivalentes. Ensuite, on passe au boulon avec un résumé du contrôle par boulon, puis une explication de tous les paramètres utilisés, pareil au niveau des soudures. Et à la fin, on aura également des paramètres qui ont été utilisés. Quels sont les coefficients partiels de sécurité? Quel est l'anthrax admis au niveau des dispositions constructives? Et cette note peut être exportée au format PDF ou Word. Maintenant, je reviens dans Checkbot et on va voir un exemple d'un pied de poteau cette fois-ci. Donc, je sélectionne un nouveau nœud. J'exporte ce modèle dans Ideal Connection. On va voir les 3 tubes qui sont connectés dans ce modèle-là. Et à droite, on voit la liste des combinaisons qui doivent être prises en compte. Donc, il y a évidemment une opération de platine de base qui va inclure la création du bloc de béton, la soudure qui va connecter la platine au poteau et bien sûr les ancrages en eux-mêmes. Je peux de nouveau adapter les dimensions, changer le rayon de ma platine, la disposition des ancrages, à quelle distance ils sont placés par rapport au centre, quel est le nombre d'ancrages, quelle est la longueur de ces tiges-là, qui sont en fait par défaut dans Ideal Statica des tiges avec du pré-scellement en fait qui est appliqué. Et donc maintenant, je peux aussi changer bien sûr l'orientation pour voir comment cet assemblage a été créé. De nouveau, je vais supprimer cette opération. Elle est plutôt utiliser un assemblage prédéfini. Vous voyez ici qu'on a donc les platines, les raidisseurs et les platines de raccordement qui permettent aussi donc de relier les diagonales à ces raidisseurs-là. Les soudures sont créées, les ancrages évidemment. On lance l'analyse. On va de nouveau avoir un résumé du contrôle à gauche, mais de nouveaux éléments se rajoutent, le contrôle des tiges et celui du bloc de béton. Donc, pour les boulons et les platines, nous avions déjà vu l'exemple tout à l'heure. Pour les tiges, on va avoir quelque chose d'assez similaire. Donc, on va avoir un résumé du contrôle sur une ligne, le contrôle de la traction, du cisaillement et le contrôle combiné. Et si on va dans la sortie détaillée, on va voir qu'on a la résistance à la traction, à l'éclatement du béton, la résistance aussi au cisaillement et aussi la rupture du bord de béton. Donc, de nouveau, on a toutes les formules et les références aux Eurocode 2, par exemple, ici, pour voir comment tous les paramètres ont été calculés. On va également voir le contrôle au niveau du bloc de béton. On va avoir un R, en fait, efficace qui sera calculé, là où la compression sera vraiment appliquée dans le bloc. Et on va pouvoir visualiser cette compression dans l'interface 3D et en 2D dans l'aperçu de la platine. Et on va voir en assuré la zone d'air effectif vraiment prise en compte. Et on peut le voir, bien sûr, comme mentionné, en 3D. Je reviens maintenant dans le checkbot. On voit qu'on a un résumé du contrôle qui est maintenant présent. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux aussi faire une synchronisation s'il y a une modification dans le logiciel de départ. Et le contrôle peut être refait même de l'extérieur depuis le checkbot. On n'aura pas besoin d'intervenir sur l'assemblage en lui-même. Et je vais vous montrer maintenant un dernier assemblage au niveau d'un pied de poteau également. Cette fois-ci, donc, je vais partir d'un assemblage de pied de poteau directement, depuis les opérations classiques d'IDEA. On va pouvoir ajuster les dimensions. Donc, bien sûr, IDEA propose quelque chose par défaut en fonction du diamètre, par exemple, de notre poteau. Là, on va ajuster un petit peu le rayon. On va passer de 250 à 150 mm, par exemple. On va changer le diamètre des tiges utilisées. On va passer à du 20 mm. Et la longueur d'ancrage, on va pouvoir également l'adapter, ainsi que le rayon. Donc, on va écarter un peu plus ces ancrages et passer à 4 tiges au lieu de 8. Et bien sûr, le bloc de béton en lui-même peut être changé. Je peux changer le décalage par rapport à la platine et la profondeur de ce bloc, par exemple. Et maintenant, on va lancer un premier calcul. On voit que le contrôle est vérifié pour l'instant. Et on peut aussi, par exemple, simuler un nouvel assemblage avec une longueur d'ancrage différente. On recalcule et on a accès aux nouvelles valeurs du contrôle. Maintenant, je vais revenir dans le checkbot et en fait, je vais donner la main à Akima pour vous montrer comment on peut récupérer ce même assemblage dans l'outil Profis directement. Merci. Donc,
je reprends je reprends la main directement, je prends le nœud numéro 31 que tu viens de concevoir. Nous avons ici sur Checkbot l'icône Profis Engineering et l'exportation. Donc, on va exporter directement le nœud vers Profis. Automatiquement, vous aurez la fenêtre de Profis Engineering qui va s'ouvrir, également accompagnée d'un message. Quels sont, c'est-à-dire ce message-là, il va vous dire quels sont les éléments que vous avez importés. Ceux que vous voyez en vert, ce sont déjà importés et ceux qui sont jaunes, ils ne sont pas importés. Donc ici, l'ancrage, on ne l'a pas importé parce que c'est assez normal. Sur IDEA Statica, vous avez des ancrages pré-scellés et sur Profis Engineering, vous avez des ancrages post-scellés. Donc c'est à nous de déterminer ça. Et vous avez également l'unité qui n'est pas définie car c'est ce que vous souhaitez utiliser comme unité de calcul. Donc, on va confirmer du coup cette analyse ici en cliquant Continuer. Ensuite, vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher pour en fait désigner directement l'unité que vous souhaitez utiliser. Pour notre cas, nous allons prendre le kilonewton. Donc, on a changé les forces et les moments et on va sauvegarder. Donc, on passe directement sur Profis Engineering. Donc ici, vous avez la géométrie qu'on vient d'apporter, ce qui vient pareil de modéliser. Donc nous avons le béton, la platine, l'orientation des ancrages et le profil. Également, vous avez les sollicitations qui sont en bas, que vous pouvez consulter. Mais si jamais vous avez plus de sollicitations, vous pouvez également les importer. Donc là, nous avons que 3 sollicitations et la combinaison la plus défavorable, c'est la combinaison numéro 2, car nous avons des efforts supplémentaires qu'on dépasse les 100%. C'est normal, car l'ancrage, on ne l'a pas encore défini, on a pris juste la HES par défaut. Donc, ce qu'on va faire, le premier objectif, c'est de déterminer l'ancrage EDR. Donc, je vais lancer le calcul en commençant. Pour avoir, ici, vous avez la fenêtre de tous les ancrages d'ILT qui sont calculés et vous avez des filtres à côté à ajouter selon ce que vous souhaitez utiliser comme ancrage et également pour mieux cibler l'ancrage que vous souhaitez utiliser. Donc, tout d'abord, on va exclure les ruptures. Comme ça, on aura juste les ancrages qui fonctionnent. Ensuite, on va sélectionner directement mécanique, car je souhaite utiliser l'ancrage mécanique. Et également, si je suis à l'extérieur, j'ajoute également acier inoxydable. Donc, ceux-là, ce sont juste les ancrages qui peuvent reprendre les charges à l'extérieur. Donc, je peux également ajouter inclure uniquement les tailles minimum. Là, vous allez optimiser le diamètre et également la profondeur d'implantation. Ici, nous avons la HST4R de diamètre 10 et 52 de profondeur, qui est la plus optimisée par rapport aux autres. On sélectionne celle-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les résultats des ancrages, l'ancrage reprend les charges parfaitement. Donc, en gardant toujours la même conception que nous avons sur IDEA Statica. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire un calcul plus avancé, donc on sélectionne directement flexible et ensuite, je lance le calcul. Donc, calculer. Donc là, il y a l'analyse qui va faire. Donc, on va voir les résultats. Tout d'abord, vous avez une comparaison entre la platine parfaitement rigide qui est à gauche et également la platine qui est non linéaire qu'on va voir. Donc, ça prend un peu de temps pour l'analyse. Voilà. Donc, vous aurez cette fenêtre, comme on l'avait vu déjà dans la théorie. Donc, ici, vous pouvez consulter les déformations plastiques et également, vous avez les contraintes sur le béton. Donc, là, actuellement, nous avons des efforts supplémentaires. Ah, là, vous n'avez pas d'efforts supplémentaires, excusez-moi. Parce qu'en fait, c'est assez normal, la platine, on peut la considérer directement qu'elle est rigide. Donc, là, je confirme mes résultats. Ensuite, nous avons la vérification des ancrages, la platine, le béton et également le profil. Donc, jusqu'à présent, la conception est bien validée. Donc, nous n'avons pas de déformation de platine. Si on va essayer de prendre une platine, par exemple, de 8 mm, on va ajouter 8 mm et je relance directement le calcul. Là, maintenant, vous allez voir directement l'impact que si on diminue la platine, quelle sera sur les ancrages. Donc, là, comme vous pouvez le voir, nous avons des efforts supplémentaires sur les ancrages. Au départ, nous avons
des charges appliquées pour les ancrages d'une manière homogène, vous avez 10 kN. Et sur le calcul CBFM, vous avez 16 kN. Car en fait, c'est assez normal. Nous avons pris déjà les interactions des différents éléments. Et ici, vous avez jusqu'à 47% d'efforts supplémentaires. Automatiquement, vous avez des contraintes sur le béton. D'ailleurs, vous pouvez le voir directement. Vous avez une certaine contrainte. Du coup, on va confirmer quand même la conception. Vous aurez une alerte ici, car si vous dépassez plus de 20% d'efforts supplémentaires sur les ancrages, vous avez cette notification qui va s'afficher. Et là, c'est votre jugement d'expert ou d'ingénieur qui prend en considération si vous souhaitez valider la conception ou pas. Donc, quand même, nous avons plus de 20% d'efforts supplémentaires. On va valider celle-ci en cliquant OK. Donc, comme vous pouvez le voir directement, bien constater sur les résultats, vous avez un impact direct sur la résistance de l'ancrage, car tout à l'heure, ça travaillait très bien l'ancrage avec l'épaisseur de 15 mm et avec 8 mm, nous avons des efforts supplémentaires sur les ancrages. Par contre, toute la conception qui est la platine, etc., c'est vérifié. Donc, nous pouvons valider directement la première conception que nous avons déjà initialement avec l'épaisseur de 15 mm. Mais par contre, si par exemple vous souhaitez optimiser l'épaisseur de la platine, on va essayer d'autres alternatives. Donc maintenant, on va essayer de nous mettre par exemple à 10 mm. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, je vais ajouter la dimension de 10 mm. Ensuite, on va relancer le calcul une fois encore. Ça prend un peu de temps. Là, du coup, vous avez les résultats. Comme vous pouvez le voir, nous sommes passés à 18%. Donc, on a amélioré la conception. On ne dépasse pas les 20%. Si je confirme, on n'aura pas la notification. Donc, je clique « Confirmer ». Et là, les ancrages, ça passe. Donc, vous faites la vérification de vos ancrages, ça travaille jusqu'à 99. Vous avez également la platine qui est vérifiée, nous n'avons pas de déformation, le béton et également, vous avez le profil qui est en bas. Donc, finalement, nous pouvons diminuer la platine jusqu'à 10 mm et prendre directement cette conception au lieu de 15 si vous le souhaitez. Mais après, c'est à vous de décider si vous souhaitez optimiser le dimensionnement de votre platine. Et si jamais, par exemple, vous souhaitez aller plus loin par rapport à ça, et vous avez la possibilité de changer la configuration de platine et les ancrages, vous avez ici l'option automatique de Smart Design en lançant le calcul. Donc, vous n'aurez pas le dimensionnement de la platine sur la 3D. C'est assez normal car c'est Smart Design qui va vous proposer le dimensionnement de celle-ci. En sélectionnant directement le type d'application que vous avez, pour notre cas, c'est une construction générale vu que c'est un pied de poteau. Ensuite, vous sélectionnez une colonne principale et vers le bas, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 3 ancrages auxquels vous souhaitez trouver des solutions. On sélectionne les ancrages. Donc, on va prendre la même ancrage que tout à l'heure avec lequel on a fait la conception, la HST4. Je sélectionne. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter les diamètres auxquels vous souhaitez trouver des solutions. Ou bien, vous pouvez lancer la recherche pour tous les diamètres. Vous pouvez consulter les caractéristiques de votre profil, le béton et les sollicitations. Là, maintenant, je lance directement la recherche. Donc, on aura des résultats qui vont s'afficher. Donc, là, actuellement, nous avons jusqu'à 22 solutions, 25. Là, on est à 36. Du coup, vous avez d'autres filtres à ajouter pour mieux cibler ce que vous souhaitez utiliser. Donc là, vous avez soit optimiser directement en première position la taille de la platine, les ancrages, la profondeur d'implantation, ou bien vous pouvez utiliser le travail, par exemple, le taux de travail de la cheville plus élevé à la plus faible. Donc, si je sélectionne la taille de la platine, du coup, la première qui est proposée, c'est la platine la plus petite. Donc, avec HST4 de diamètre 10, vous avez 4 ancrages. Donc, on passe pour une platine de 170 sur 190. Mais vous avez d'autres filtres à ajouter si vous souhaitez mieux optimiser ou bien cibler ce que vous souhaitez utiliser. Vous avez une configuration de 2 ancrages, 4 et 6. Donc, vous pouvez les sélectionner pour faire simple. Donc, par exemple, on sélectionne une configuration de 2. J'ai 8 solutions.
Ensuite, là, vous pouvez privilégier un diamètre par rapport à un autre. Vous pouvez également ajouter le type de la cheville que vous souhaitez utiliser. On ajoute acier inoxydable, vu qu'on est à l'extérieur. Ensuite, vous pouvez régler le taux de travail de la cheville si vous souhaitez la limiter, la profondeur d'implantation et également, vous avez la taille de la platine. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une solution, par exemple, sélectionner directement une solution avec une configuration de 2 ancrages de diamètre 16 de la HST. Comme vous pouvez le voir, nous sommes passés pour une platine de 170. Et là, vous avez également 278. Mais par contre, vous avez 2 ancrages. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà régler un peu la cote. On va la mettre à 280. Ensuite, vous avez la partie vérification des chevilles qui est à côté. Donc, l'ancrage reprend les charges parfaitement. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin que ça ou bien faire l'analyse plus avancée, ce qu'on va faire, on va décocher directement l'option automatique et nous mettre sur le mode manuel. Ensuite, nous sélectionnons comme tout à l'heure les charges pour sélectionner en fait la méthode flexible qui est CBF1. Donc, on sélectionne. Je lance le calcul à nouveau. Et ici, on va faire la vérification directement. Nous avons que 4 ancrages, plutôt 4% d'efforts supplémentaires. Donc, je confirme. Et là, comme vous pouvez le voir directement, les chevilles sont vérifiées, la platine, le béton. Et également, vous avez le profil vers le bas avec la dimension du platine de 10 mm avec 2 ancrages de HST4 de diamètre 16. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous avons fait une analyse complète. Vous pouvez prendre celle-ci comme une configuration pour valider la conception. Donc, on va éditer la note de calcul pour voir ce que vous avez sur la note de calcul. D'ailleurs, vous avez également la partie calcul de la platine. Donc, nous avons ça. Vous avez les hypothèses, la cheville et vous avez votre conception. Ensuite, ici, c'est la vérification de vos ancrages. Par la suite, vous avez les données de pose qu'on va voir. Et la deuxième partie, c'est le calcul de la platine. Donc, les données de pose. Ici, vous avez les contraintes équivalentes, les déformations plastiques et ce qui concerne le béton, c'est la compression. Et vers la fin, vous aurez un résumé directement qui dit ce que vous avez effectué comme vérification. Si vous ne dépassez pas les 100%, donc vous aurez directement ce message-là qui dit vous remplissez les critères de conception. Donc, la note de calcul est validée. Donc, nous revenons maintenant à la théorie ou bien à notre PowerPoint. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient de voir directement comment utiliser IDEA Statica et Profis Engineering pour effectuer les vérifications et déterminer également l'ancrage idéal. En effet, Checkbot permet de fluidifier le flot de travail directement en reprenant en fait les données d'un logiciel structurel vers directement Profis Engineering pour ne pas refaire à chaque fois la conception. Donc, pour ensuite concevoir l'ensemble de la platine et d'ancrage, etc. Donc, et en respectant les normes également. Donc, si ces fonctionnalités vous intéressent et si vous souhaitez les tester par vous-même, sélectionnez une ou plusieurs options lors du prochain sondage et nous reviendrons vers vous dans les brefs pour préciser en fait à l'effet, c'est-à-dire l'essai gratuit. Donc, vous avez le sondage qui s'affiche. Nous vous laissons quelques secondes pour y répondre. Donc, maintenant, nous revenons directement aux ressources. Je laisse la parole à Tarek. Merci Akima. Donc, on va parler un petit peu de la partie vérification de la méthode CBFM et sa validation, en fait. Donc, ça a été fait de 2 manières différentes. Il y a eu des comparaisons avec des modèles analytiques et des comparaisons avec des tests réalisés dans des laboratoires. Donc, par rapport à la validation, on va dire plus théorique avec la comparaison avec des modèles analytiques,
des guides de validation, des vérifications ont été utilisées et une méthodologie a été élaborée avant la conception de tout modèle. Donc, avant de commercialiser IDEA Statica, cette vérification avait déjà été faite. Et il y a un livre qui a été écrit par le professeur Wald qui décrit en fait en détail les résultats de ces recherches et la méthodologie. Ce livre peut être mis à disposition également si besoin. Et par rapport à la vérification en laboratoire, ça a été fait dans plusieurs universités reconnues, notamment en République tchèque, et ça a été fait aussi avec des typologies complexes qui ont été donc réalisées bien sûr dans des exemples réels. Et ces études sont encore continues, donc avec des universités dans le monde entier. Ça a permis de faire une vérification de l'exactitude du modèle physique de nos modèles, et les modèles de conception sont créés sur mesure pour être créés dans différents logiciels. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple d'une vérification qui a été faite en comparaison avec des modèles réalisés dans ANSYS. Donc, c'est un assemblage poteau-poutre qui a été modélisé, bien sûr, d'un côté dans IDEA Statica et reproduit quasiment à l'identique dans ANSYS. Donc, dans ce dernier, le poteau, la poutre et la platine ont été représentés par des éléments coques, un peu comme dans IDEA Statica. Les boulons ont été modélisés par des éléments barres et des contacts ont été établis entre les platines, bien sûr, pour reprendre l'effort de compression entre ces platines. Et par rapport aux soudures, elles ont été modélisées également par des éléments coques, mais cette fois-ci inclinés. Leurs épaisseurs et largeurs sont égales à l'épaisseur de la gorge et des plaques ont été créées pour les connecter aux différentes platines, en fait, qui sont supposées être soudées entre elles, bien sûr. Et on avait noté au niveau des résultats, bien sûr, dans ANSYS, on a également réalisé un calcul non linéaire élastoplastique. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les résultats, par exemple, des contraintes et des déformations plastiques sont très similaires. On peut voir un aperçu à gauche de la déformation avec une échelle un peu exagérée, bien sûr. Et dans la partie centrale, on voit une représentation de la contrainte, comment elle est distribuée dans, par exemple, la platine d'Abu, ici. Et à droite, on voit une comparaison des contraintes qui ont été reprises par les éléments de soudure. Donc, on voit qu'on a des résultats très similaires et qui valident un petit peu la méthodologie utilisée par IDEA Statica. Et donc, bien sûr, vous pouvez aussi nous demander d'avoir accès au document qui a été réalisé pour comparer ces deux modèles, d'un côté dans IDEA Statica et de l'autre, bien sûr, dans ANSYS. Il y a également plein d'autres modèles qui ont été, bien sûr, réalisés pour comparer les deux logiciels. Et maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, il y a bien sûr des questions qui avaient déjà été posées, mais n'hésitez pas à continuer à poser les questions et peut-être qu'on va essayer de voir pour répondre à l'oral ou également sur certaines questions. Il y a une question, est-ce qu'il est possible à partir des résultats d'IDEA Statica, comme la déformation, l'allongement, de vérifier que la platine est rigide ou pas? Évidemment, bien sûr, si on regarde les résultats, on peut, comme on l'avait vu, voir la répartition des contraintes, comment elle se fait dans le logiciel. On pourrait voir effectivement que si on se rapproche d'une répartition classique, comme l'a expliqué Akima tout à l'heure, on pourrait estimer qu'elle est presque parfaitement rigide, mais en aucun cas la platine peut être vraiment rigide à 100%, effectivement, dans IDEA Statica. Mais on peut, oui, effectivement, en regardant les contraintes, les déformations, on peut estimer est-ce que on pourrait prendre l'hypothèse que c'est rigide dans un calcul à la main ou dans un autre outil, mais IDEA ne considérera jamais que c'est parfaitement rigide, ni processus justement. Donc, c'est le jugement directement de l'ingénieur. C'est à nous de juger derrière après. Oui. Okay. Il y a d'autres questions? Il y en a beaucoup, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions en direct. On pourra revenir vers vous. Oui, il y aurait même un grand nombre de questions. On fera le nécessaire pour répondre à toutes les questions, mais bien sûr, on ne pourra pas tout faire en direct. Ok. Du coup, on arrive à la fin du webinaire. Je te remercie pour la présentation, Tarek, et merci aux participants qui sont également ici pour le webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager ou bien nous les envoyer. Vous avez directement les adresses mail affichées à l'écran. Donc, vous avez celles par rapport à nous et également par rapport à IDEA Statica. On va vous recontacter directement si vous avez des cas spécifiques, etc. Et également à répondre à vos questions, soit en vous contactant, soit par mail directement. Du coup, on vous remercie une nouvelle fois
et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.